Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nouvelle itération de Pour en finir avec, et on s'attaque à un gros morceau. L'intuition. J'ai eu une discussion il n'y a pas longtemps avec une participante à une de mes formations qui me disait que l'intuition était importante pour elle et qui ne voulait pas en démordre. Je me suis dit, ça fait longtemps que j'y pense, il faut en faire un épisode de Leadershift. Alors, en 2009, ça fait un petit moment, déjà presque 20 ans, 2 chercheurs qui avaient passé leur carrière à se contredire ont fait un article scientifique ensemble. Ces 2 scientifiques sont relativement connus dans le milieu et un est prix Nobel. Donc le premier, c'est Daniel Kahneman, qui a bâti sa carrière, son œuvre, on pourrait dire, en grande partie sur tout ce qui fait les erreurs du jugement rapide. Jugement rapide, intuition, le catalogue des erreurs, les biais cognitifs, les heuristiques, les raccourcis mentaux. Donc Kahneman a vraiment beaucoup étudié ça. Et de l'autre côté, on a Gary Klein, qui lui a bâti toute sa carrière sur des pompiers et des joueurs d'échecs, capables de décider juste en une fraction de seconde. Donc avec intuition. Donc on a d'un côté quelqu'un qui vous démontre l'intuition, de l'autre côté quelqu'un qui vous dit que ça peut marcher, ou que ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien en fait, ils ont travaillé ensemble, et ils nous expliquent comment ça marche, et du coup, je vous explique ce que moi j'ai compris de ce qu'ils expliquent, de comment ça marche, si je peux le dire comme ça. Ce que l'intuition fait quand elle fonctionne, parce que, oui, l'intuition peut fonctionner. Klein a documenté l'intuition experte comme une reconnaissance de configuration. C'est de la reconnaissance de forme, comme quand vous reconnaissez un visage. Vous reconnaissez quelque chose que vous avez déjà vu. Le commandant des pompiers qui ordonne le repli de ses troupes quelques secondes avant que le plancher cède. Il reconnaît un agencement qu'il a déjà vu. Les petites fissures, la température, la fumée qui se déplace comme si... Il a déjà vu ces choses-là plusieurs fois, et donc il reconnaît le pattern, le schéma, immédiatement. Mais il ne peut pas toujours le nommer, c'est ça qui est intéressant. Il peut pas toujours dire « Ah oui, c'est parce que ce que je viens de vous dire, la fumée, machin ». Non, il y a quelque chose, il y a une alerte, une alarme qui sonne dans son cerveau, et il dit « Repliez-vous ». Même mécanisme chez les grands maîtres aux échecs. La position, elle est lue d'un coup. Elle est prise en compte d'un coup. Vous, quand vous regardez, comme moi d'ailleurs, un plateau d'échecs, il y a plein de cases, il y a des pièces partout. Un grand maître, il a tellement vu de configurations qu'il est capable en une demi-seconde de les reconnaître. Et d'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube qui montrent un des plus grands joueurs de tous les temps, si ce n'est le plus grand, Magnus Carlsen, qui reconnaît des parties qu'il a fait quand il avait 11 ans. La position est lue d'un coup, parce qu'elle ressemble à des milliers d'autres qui sont stockées en mémoire. C'est comme le visage que tu reconnais alors qu'en fait tu n'as jamais vu la personne, parce que c'est le fils d'eux et tu reconnais des signes. Et donc les indices sont accumulés sur des centaines ou des milliers d'exemples qui font une espèce de grande base de données. Mais ces indices, ils sont validés. Ça veut dire que, imaginez le joueur d'échecs qui se plante et qui lit mal sa situation, il va perdre la partie. Donc le feedback est immédiat. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et on va le voir tout de suite. Kahneman et Klein fixent 2 conditions dans lesquelles l'intuition fonctionne. Et ces 2 conditions, elles sont cumulatives, c'est-à-dire que les 2 doivent être vraies en même temps. La première condition, c'est qu'il faut que cette intuition, cette base de données, elle se construise dans un environnement qu'on appelle la haute validité. Ça veut dire où les régularités sont stables et se répètent. Votre plateau d'échecs, il a 64 cases tout le temps. C'est des noires et des blanches tout le temps. Il y a 2 fous, 2 tours, 2 chevaux, etc. Tout le temps. C'est très stable, c'est toujours la même chose. Ce qui fait qu'on peut toujours relier ce qu'on a vu à quelque chose de stable. La seconde condition, l'occasion d'apprendre de ces régularités, elle est possible par une pratique prolongée, avec un retour rapide et sans ambiguïté. Je perds aux échecs quand je lis mal ma position. Le pompier, il a des accidents quand il lit mal la situation. Et donc, quand vous réunissez les 2, ça veut dire l'environnement avec très régulier, très stable,
et une capacité à apprendre d'une erreur potentielle, alors l'intuition devient une compétence fiable. Si vous retirez une des deux, la même vitesse de jugement produit de la conviction, mais produit pas de justesse. Un exemple, un anesthésiste réunit les deux. La physiologie, c'est des lois stables. Chaque décision reçoit une réponse en quelques secondes. La tension du patient chute, la saturation remonte, il y a des signes qu'il peut lire et donc il peut immédiatement corriger. Donc des années passées à observer l'effet immédiat de ces gestes forgent une intuition digne de confiance. C'est le vrai pour un anesthésiste, mais c'est pas vrai pour un radiologue. Kahneman dit, un radiologue il nie une image, mais il ne sait jamais vraiment des mois après si son diagnostic était juste. Parce qu'il n'a pas le retour, lui. Par contre, alors c'est le même univers médical, mais il n'y a pas le retour d'information. Et donc l'intuition, elle est beaucoup plus fragile. Le trader, c'est une très bonne illustration. Kahneman a analysé 8 ans de résultats de 25 conseillers en gestion de fortune, avec des primes qui récompensaient la performance. Donc là, voilà, la prime, c'est vraiment le truc où on peut dire, quelque part, je bosse bien, donc j'ai une prime. Donc c'est extrêmement mesurable. Il a comparé les classements d'une année sur l'autre et il a obtenu 28 corrélations de moyenne 0,01. Ça, en français courant, ça veut dire que c'est parfaitement hasardeux. Donc ces professionnels, ils cumulaient pourtant beaucoup d'expérience et de conviction, mais le problème c'est que le marché offrait aucune régularité stable sur laquelle ils pouvaient apprendre. Leur assurance grandissait, leur justesse restait au point de départ. Ça, c'est fondamental. Leur conviction était hyper forte, de plus en plus grande. D'ailleurs, on les payait de plus en plus. Par contre, la justesse, elle restait hasardeuse. Donc, hors de ces conditions, qu'est-ce qui se passe ? Votre cerveau doit quand même décider vite, parce qu'il n'a pas le temps, et vous n'avez pas le temps. Il y a beaucoup trop d'informations. Donc, hors de ces conditions, le jugement rapide prend le relais. Kahneman appelle ça le système 1. Kahneman, c'est système 1, système 2. Système 1, c'est justement ce jugement rapide, automatique, immédiat, qui est quasiment inconscient. Donc, privé de régularité d'un environnement stable sur lesquels il peut reconnaître ce qui se passe, le système 1, qui prend le relais, remplace la question difficile par une question beaucoup plus simple, via les raccourcis, qu'on appelle les heuristiques, qu'ils ont décrits déjà dans les années 70 avec Tversky. Il y en a deux en particulier de ces raccourcis. Le premier, c'est le biais de représentativité, puis le deuxième, c'est le biais de disponibilité. Alors, le biais de représentativité, c'est par exemple juger une personne à sa ressemblance avec quelqu'un que je connais déjà, en négligeant évidemment la réalité. Ou bien juger une personne à sa ressemblance avec un modèle que je me fais. Les gens à moustache sont compétents, donc celui-là a une moustache, donc il est compétent. Alors, c'est jamais aussi simple que ça, mais quand vous réfléchissez bien à pourquoi vous pensez que cette personne est compétente, vous verrez, oui, il ressemble à machin, là. Oui, mais ça n'a rien à voir avec sa compétence. Ça, c'est le biais de représentativité. On se représente quelqu'un plutôt que de regarder la personne elle-même. Le deuxième, c'est le biais de disponibilité. Donc, on s'appuie sur les exemples qui viennent le plus vite à l'esprit. Ou bien, par exemple, un épisode récent ou un épisode marquant qui pèse beaucoup plus lourd que les faits ordinaires qu'on a pu voir. Ça, c'est le biais de disponibilité. Ah oui, il a fait une grosse connerie hier, donc il n'est pas compétent, par exemple. Et donc, le problème de ce système 1, qui prend donc le relais de cette expérience qui fonctionne, comme on l'a vu avant avec les pompiers le jour de chèque, c'est que le résultat qui vous arrive, il arrive vite et il s'accompagne d'un fort sentiment d'avoir raison. Je ne suis pas arrivé à convaincre la participante à ma formation que l'intuition n'était pas aussi solide que ce qu'elle voulait. C'est ce que Kahneman appelle l'illusion de validité. Le ressenti de justesse fonctionne indépendamment de la justesse réelle. C'est ça qui est incroyable. C'est que si votre intuition vous dit que 2 plus 2 font 5, mais vous êtes persuadé que le reste de l'humanité sont des idiots qui n'ont rien compris aux mathématiques. Le problème, c'est que la confiance subjective ne renseigne évidemment pas du tout sur la qualité du jugement. Donc vous avez une intuition, le problème de l'intuition, alors avec les conditions qu'on a vues déjà, problématique, mais en plus de ça, elle vous assure que c'est la vérité. C'est un peu comme une IA, je viens de faire le parallèle maintenant, mais c'est comme une IA à qui vous dites question machin, et vous répondez, elle répond bidule, et vous dites, et elle vous le dit avec assurance, oui c'est vrai, c'est comme ça machin. Puis après vous dites, va vérifier ta source, et puis vérifier la source, puis dit, ah non, je suis désolé, c'était faux. L'intuition c'est pareil. C'est comme une IA qui vous donne un truc
argent comptant en vous disant c'est la vérité ultime, mais quand vous grattez un peu dessous, eh bien ça peut être différent. Alors du coup, 2 cas pratiques. Le premier, c'est le recrutement. Est-ce qu'il faut faire confiance à son intuition dans le recrutement ? Je suis désolé, mais le recrutement réunit l'inverse des 2 conditions. Et puis l'entretien non structuré, c'est l'illustration du manque de ces 2 conditions. Il y a des chercheurs qui ont mis au jour 2 mécanismes qui se passent pendant le recrutement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le sense-making, le fait de faire du sens à partir de quelque chose. L'intervieweur fabrique une histoire cohérente à partir de presque n'importe quelle réponse. Dans une de leurs études, ça c'est quand même incroyable, les candidats répondaient au hasard aux questions et les recruteurs formaient malgré tout des impressions assurées. Ah oui, celui-là, il est compétent. Alors que les gens répondaient au hasard, messieurs, dames. Au hasard. Ça, c'est le pouvoir de l'intuition. Vous faire voir des choses qui n'existent pas. Et le deuxième mécanisme, c'est la dilution. On a une information finalement qui est assez peu diagnostique, avec des impressions, des espèces de 2-3 notes qu'on a marquées sur un bout de papier, qui affaiblit beaucoup la valeur prédictive des vraies données. Par exemple, le parcours ou les responsabilités passées, ce que les personnes ont vraiment fait. On a quelqu'un qui potentiellement a les bonnes responsabilités, un bon parcours, mais on a un feeling que ça ne marchera pas, donc on ne l'engage pas. Mais en plus de ça, dans le recrutement, il y a un angle mort structurel. C'est que la personne qui recrute n'observe jamais les candidats qu'il a écartés pour savoir s'il avait raison ou tort. Jamais. Vous n'observez que ceux que vous avez engagés. Et en plus, vous allez vous souvenir de ceux qui ont bien fonctionné. Donc le contrefactuel est invisible. Et donc le feedback nécessaire à l'apprentissage n'arrive jamais, puisque vous ne pouvez pas aller voir toutes les personnes que vous n'avez pas engagées, qui étaient compétentes par ailleurs. Vous ne les voyez jamais, celles-là. Et donc il y a un scientifique qui a montré même que les professionnels accordent plus de confiance à l'entretien non structuré qu'aux méthodes structurées, même s'ils savent que la preuve va dans l'autre sens. Il n'y a rien à faire. Votre intuition compte plus que tout. Donc, dans le recrutement, non, l'intuition, absolument pas. On est dans un système complexe, un système humain, dans lequel il n'y a pas de régularité sur laquelle se baser. Si maintenant vous recrutez que des techniciens de maintenance pendant 20 ans, là on peut discuter. Si vous voyez ceux que vous n'avez pas engagés, pour savoir s'ils sont compétents ou pas. Mais vous voyez qu'on est dans des cas quand même limites. Deuxième exemple, évaluer un collaborateur avec son intuition. On peut imaginer un cadre qui sollicite l'avis d'une responsable RH sur un collaborateur. Il écoute, tu sais, je sais pas. Alors lui, évidemment, le cadre, il est tous les jours avec, donc il a une lecture qui est déjà formée, qu'il vit comme une vraie lecture de la performance. Et donc il y a des scientifiques qui ont quantifié ce qui se joue réellement dans une note d'évaluation. Sur des milliers de managers évalués par plusieurs sources, plus de la moitié de la variance des notes provenait de la perception propre de l'évaluateur. Ce qui explique la différence de notes, c'est l'évaluateur. Donc la performance réelle du collaborateur en explique moins d'un quart. Qui évalue pèse plus lourd que ce qui est évalué ou que qui est évalué. On a tout dit. L'avis intuitif du cadre renseigne presque plus sur lui que sur le collaborateur. Donc le rôle de la RH, là, il est très net. Introduire la structure, des faits observables, poser des critères partagés, des critères objectifs, mettre le ressenti à l'épreuve plutôt que de le relayer. Et puis, mais moi aussi, il me semblait bien. La plus grande objection, c'est « Mais Vincent, ça marche l'intuition. » C'est la défense qui revient à chaque fois. Le problème, c'est qu'il y en a un gros de problème. Dans tous les environnements dont on parle, environnement humain, complexe, l'entreprise, le retour d'information est rare, il est tardif, il est biaisé, et il n'y a pas de contrefactuel. On sait qu'une formule simple, quelques critères solides, pondéré, appliqué de la même manière à chaque fois, prédit aussi bien et souvent mieux qu'un expert qui soupèse les mêmes éléments de tête à intuition. En gros, quand vous recrutez, il vaut mieux avoir un joli petit fichier Excel avec 2, 3, 4 critères, bien établis, solides, bien observés, bien pondérés, appliqués de la même manière à chaque fois. Avec ça, vous allez bien recruter. Alors que si vous engagez un expert du recrutement qui va vous dire « cette personne-là en 2 secondes, eh bien, je l'engage, je l'engage pas, eh bien, ça fonctionnera moins bien. » Ça marche, c'est une affirmation qui est impossible à démentir. Vous savez pas quoi faire avec ça. Et je sais pas quoi faire avec ça. Parce que la conviction, elle se renforce de succès dont on se souvient, mais on n'affronte jamais les échecs qu'on voit pas, du coup. Ou les succès qu'on n'a pas vus non plus. Donc, je vais nuancer mon titre, puisque le titre promettait d'en finir avec l'intuition. On n'en finit pas complètement.
Mais il serait juste d'en finir avec un certain usage de l'intuition. Ça demeure une compétence précieuse pour le chirurgien, le pompier, la joueuse d'échecs, la technicienne de maintenance aguerrie, partout où l'environnement est régulier et le retour d'informations rapide. Là, l'intuition est un outil. Le problème, c'est que le recrutement et l'évaluation de collaborateurs sont pas dans ces conditions-là. Donc, la question à se poser avant de trancher à l'instinct ou à l'intuition, elle est concrète, c'est est-ce que dans ce type de décision, j'ai jamais eu l'occasion de savoir quand je me trompais ? Est-ce que je peux savoir si je me trompe ? Si la réponse est non, eh ben, votre conviction forte, c'est juste les années de pratique, mais c'est pas la justesse. Alors que si vous dites oui, je sais que je peux me tromper parce que voilà ce qui va me montrer que je me trompe, là vous pouvez utiliser votre intuition de manière un peu plus fiable. Le ça marche, il faut que ça arrête d'être une phrase qui est jamais contredite. Parce que ça la rend utile, ça marche, mais ça la rend rassurante par contre, mais ça la rend pas utile. Donc l'intuition à utiliser dans des environnements réguliers avec un bon retour d'information. Partout ailleurs, vous en méfiez, pas comme de la peste, mais presque. À la semaine prochaine. Ciao.